Vous avez déjà l'impression d'avoir épuisé le catalogue des spectacles cinématographiques entraînants? Détrompez-vous, chers cinéphiles, car le panthéon personnel de Roger Ebert des chefs-d'œuvre musicaux s'apprête à propulser votre playlist à pleine vitesse. Attachez, échauffez vos cordes vocales et préparez votre esprit pour la transcendance. Ce ne sont pas simplement des films avec des chansons, ce sont des séismes émotionnels orchestrés qui ont changé l'ADN même du cinéma. Chantons sous la pluie, 1952. Imaginez cette époque, l'âge d'or d'Hollywood vacillant sur le bord du changement alors que les films muets laissent place aux films parlants. Gene Kelly dans le rôle de Don Lockwood éclabousse dans les flaques avec un abandon insouciant, créant le métaphore le plus joyeux du cinéma pour le personnel, Libération. Cette séquence iconique sous la pluie, tournée alors que Kelly combattait une fièvre de 103 degrés, transformant la misère physique en pure magie. Les réalisateurs Stanley Donen et Gene Kelly ont construit une symphonie visuelle où chaque mouvement en dit long sur la résilience artistique. En coulisses, Debbie Reynolds, à peine âgée de 19 ans et sans expérience en danse, répétait jusqu'à en avoir les pieds en sang. Le numéro « Make 'em Laugh » de Donald O'Connor l'a envoyé au lit pendant 3 jours après le tournage. Pourtant, de ce creuset de souffrance a émergé une Jichou. Perfection. Le film a coûté environ 2 500 000 $ à MGM, une somme dérisoire comparée à ses dividendes culturels. Bien que rencontré initialement avec des résultats modestes au box-office, Ebert l'a proclamé le plus grand film musical jamais réalisé, louant la façon dont il équilibre sans effort le spectacle et le caractère, l'artifice et l'émotion authentique. Il ne se contente pas de célébrer Hollywood, il le transcende, capturant l'esprit créatif dans sa forme la plus pure. West Side Story, 1961. Quand les amants maudits de Shakespeare ont échangé la Vérone de la Renaissance pour la jungle de béton de Manhattan, le théâtre musical a évolué du jour au lendemain. La direction de Robert Wise et Jerome Robbins transforme les guerres de gang des années 1950 en un ballet urbain. Poésie. Les Jets et les Sharks rôdent sur l'asphalte avec la partition révolutionnaire de Leonard Bernstein, combinant jazz, mambo et éléments classiques en quelque chose de dangereusement nouveau. La romance condamnée de Natalie Wood et Richard Beymer ancre le spectacle, bien que tous deux aient été doublés par des chanteurs professionnels, un secret de polichinelle à Hollywood. La vraie star, la chorégraphie qui transforme la violence en danse sans en diminuer la menace. Le prologue en claquement de doigts, de plus de 6 minutes sans dialogue, a révolutionné le langage des films musicaux. Pour toujours, tourné en extérieur dans des zones bientôt démolies pour Lincoln Center, le film a préservé par inadvertance un New York. Aux Oscars de 1962, il a remporté 10 statuettes, y compris celle du meilleur film. Ebert l'a qualifié de film brutal et magnifique, qui traduit la stylisation théâtrale en cinématique. Des termes. Ses tensions raciales et ses récits d'immigrants restent cruellement pertinents, tandis que des chansons comme Somewhere arrachent encore des larmes aux spectateurs les plus endurcis. Ce n'est pas seulement du divertissement, c'est de la mythologie américaine, accompagnée de musique. Le Magicien d'Oz, 1939. La tornade qui a emporté Dorothy Gale à Oz a entraîné le public dans une révolution technicolore qui a redéfini les possibilités cinématographiques. Pendant la production, le film a changé de réalisateur plus vite que des souliers de rubis, avec 5 réalisateurs différents avant que Victor Fleming ne termine le voyage. Judy Garland, seulement 16 ans mais déjà une artiste chevronnée, chante Over the Rainbow avec une sincérité si poignante qu'elle transcende son statut d'hymne de film pour enfants. La maîtrise technique derrière Oz a poussé les capacités de 1939 à leur point de rupture. Le maquillage en poussière d'aluminium de l'homme de fer blanc a failli tuer l'acteur Jack Haley. Margaret Hamilton a subi des brûlures au 3e degré lors de sa sortie flamboyante en tant que méchante sorcière. Ce célèbre chant de pavot, fabriqué à partir de 40 000 fleurs faites à la main. Les comptables de studio ont transpiré alors que le budget gonflait à près de 3 millions de dollars, astronomique pour l'époque de la Grande Dépression. Hollywood. Initialement considéré comme un échec commercial, les diffusions télévisées en ont fait un rituel américain. Ebert a observé que il a une vie au-delà de lui-même, existant non seulement comme divertissement, mais comme une expérience culturelle partagée qui traverse les générations. Le cœur émotionnel du film, selon lequel aucune fantaisie scintillante ne peut remplacer les liens humains de la maison, résonne avec la même puissance aujourd'hui que lorsqu'il a transporté pour la première fois les spectateurs du Kansas vers quelque part au-delà du arc-en-ciel. Cabaret, 1972. Bienvenue au Kit Kat Club, où le champagne coule à flot, les inhibitions s'évaporent et le nazisme s'infiltre dans le Berlin de 1931 comme un brouillard toxique. Le chef-d'œuvre de Bob Fosse ne se contente pas de casser le moule de la comédie musicale. Il le brise contre l'horreur imminente de l'histoire.
La Sally Bowles de Liza Minnelli est un tour de force de vitalité désespérée, chantant non pas parce que l'intrigue l'exige, mais parce que chanter, c'est survivre dans un monde qui s'assombrit de jour en jour. L'approche révolutionnaire de Fosse rejetait les conventions musicales traditionnelles. Aucun personnage n'éclate spontanément en chanson en dehors des limites du cabaret. Au lieu de cela, les performances du club commentent le récit avec une précision sarcastique. La chorégraphie, angulaire, provocante, indéniablement fausse, apportait une franchise sexuelle au genre auparavant inimaginable. L'animateur grimaçant de Joel Grey, le visage peint en blond avec des lèvres écarlates, devient l'incarnation parfaite du divertissement, à la fois comme échappatoire et avertissement. Sorti au beau milieu de la guerre du Vietnam et de l'affaire du Watergate, Cabaret a touché une corde sensible culturelle, rapportant 42 millions de dollars pour un budget de 8 millions de dollars. Alors qu'il affrontait The Godfather aux Oscars, il est reparti avec 8 Oscars, dont celui du meilleur réalisateur. Hébert l'a salué comme pas seulement une comédie musicale, mais une déclaration morale, notant comment sa surface décadente révèle progressivement le visage cauchemardesque du fascisme. Un demi-siècle plus tard, son exploration de la politique s'immisçant dans la vie personnelle reste étrangement prémonitoire. La mélodie du bonheur, 1965. Les collines se sont animées et n'ont pas cessé de chanter depuis. L'adaptation de Robert Wise du classique de Rodgers et Hammerstein transforme l'histoire vraie de la famille Von Trapp en un conte de fées ensoleillé avec des ombres de guerre imminentes. Julie Andrews, tout juste sortie de Mary Poppins, apporte à la fois force et lumière à Maria, une jeune religieuse dont la vitalité transforme un foyer rigide dirigé par le capitaine aristocratique de Christopher Plummer. Tournée sur place à Salzbourg, en Autriche, la production est devenue légendaire pour ses défis logistiques. La séquence d'ouverture emblématique à elle seule a nécessité qu'un hélicoptère tourne autour de Wondrose, de manière répétée sur une montagne, le souffle la renversant à plusieurs reprises entre les prises. Les panoramas alpins grandioses du film, capturés en magnifique 70 mm Todd AO, ont coûté à 20th Century Fox la somme alors astronomique de 8 200 000 $. Le pari a été payant spectaculairement. Il a rapporté 158 millions de dollars sur le marché national, sauvant le studio de la ruine financière après que le coûteux Cléopâtre ait failli le couler. Bien qu'initialement rejeté par les critiques comme mièvre, le film a progressivement gagné le respect pour son éclat technique et sa puissance émotionnelle. Ebert l'a finalement reconnu comme un film qui incarne l'essence même de ce que devrait être une comédie musicale, louant la manière dont son histoire apparemment simple contient des multitudes, foi mise à l'épreuve, amour découvert et courage démontré face à une catastrophe historique. Ces diffusions télévisées annuelles en ont fait peut-être la comédie musicale la plus regardée de l'histoire, ancrant des chansons comme Edelweiss et My Favorite Things dans le socle culturel. My Fair Lady, 1964. Quand le Pygmalion de Shaw a fait son entrée à l'écran en Technicolor grand écran glorieux, il a apporté avec lui une controverse qui résonne encore. Bien que Julie Andrews ait créé le rôle à Broadway, le directeur de studio Jack Warner a choisi Audrey Hepburn pour le rôle de la petite vendeuse de fleurs Cockney, Eliza Doolittle, puis a doublé son chant avec la voix de Marni Nixon. Pourtant, la présence radieuse de Hepburn porte le film à travers sa transformation de gamine des rues en dame apparente sous la tutelle de l'insupportablement brillant professeur Higgins, joué par Rex Harrison. Le réalisateur George Cukor a insisté sur une précision méticuleuse de l'époque, construisant un décor de Covent Garden si authentique que les Londoniens en visite auraient demandé comment ils avaient transporté le lieu réel à Hollywood. Les costumes de Cecil Beaton, en particulier la scène de la course d'Ascot avec son extravagance en noir et blanc, sont devenus instantanément emblématiques. Le perfectionnisme de la production se voit dans chaque image, coûtant 17 millions de dollars à Warner Brothers. Gagnant 8 Oscars, y compris celui du meilleur film, le film représente l'artisanat classique d'Hollywood à son apogée. Ebert a salué la façon dont il préserve l'esprit et la mordant de l'original de Shaw, tout en reconnaissant la complexité des politiques de genre de l'histoire. La question centrale, Eliza est-elle libérée ou simplement transférée entre des gardiens masculins, donne à ce spectacle somptueux une profondeur intellectuelle qui récompense la vision répétée. Le parler chanté de Harrison a révolutionné la performance musicale, prouvant que les chansons pouvaient faire avancer le personnage sans pyrotechnie vocale traditionnelle. Un Américain à Paris, 1951. La lettre d'amour de Vincent Minnelli à Paris enrobe un scénario d'une extrême légèreté autour de quelques-unes des séquences de danse les plus extraordinaires jamais filmées. Le peintre expatrié de Jane Kelly tombe amoureux de la jeune Française, fiancée de Leslie Caron dans le Paris d'après-guerre.
Mais la véritable romance est entre le mouvement et la musique, en particulier les compositions de jazz symphonique de Gershwin qui imprègnent chaque image de rythme. Le film culmine avec une séquence de ballet de 17 minutes qui a coûté près de 500 000 $, soit presque 1/5 du budget total, et a transformé les comédies musicales pour toujours. Le directeur artistique Preston Ames a construit 44 décors distincts, inspirés par des peintres français comme Renoir, Utrillo et Toulouse-Lautrec. La palette Technicolor saturée du film a créé un Paris plus vibrant que la réalité, une ville rêvée où la danse devient le langage universel. La chorégraphie athlétique de Kelly, mélangeant ballet classique avec jazz et claquettes, exigeait un tel effort physique qu'il a perdu 3,5 kg pendant le tournage de la scène finale du ballet, surprenant même les cadres de la MGM. Ce pari artistique a remporté 6 Oscars, dont celui du meilleur film. Ebert l'a qualifié de pure exaltation, notant comment la danse de Kelly semble défier la gravité, tout en célébrant le poids même de l'expérience humaine. L'ambition artistique du film a élevé le genre musical au-delà du simple divertissement pour en faire un art élevé sans sacrifier son accessibilité. Son influence s'étend au-delà du cinéma jusqu'à la manière dont les Américains imaginent Paris, non pas comme une ville réelle, mais comme un état d'esprit où la transformation par l'art reste perpétuellement possible. Chicago, 2002. Meurtre, avidité, corruption, exploitation, adultère et trahison. Tous ces vices de l'ère du jazz ont explosé de nouveau en pertinence culturelle lorsque Rob Marshall a transposé le chef-d'œuvre cynique de Bob Fosse à l'écran. Roxy Hart de Renée Zellweger et Velma Kelly de Catherine Zeta-Jones manipulent un paysage médiatique des années 1920 avide de scandales avec des parallèles étonnants à notre propre obsession pour les célébrités. Le génie de l'approche de Marshall, cadrant les numéros musicaux comme des fantasmes mentaux, permet aux personnages de chanter sans briser le réalisme dur du film. Le décorateur de plateau John Mayer a construit un monde où le glamour et la saleté coexistent, reflétant l'ambiguïté morale au cœur de l'histoire. Les deux actrices principales ont suivi un entraînement intensif de danse, Zeta-Jones s'appuyant sur son expérience scénique d'enfance pour livrer le mémorable All That Jazz, malgré sa grossesse de 3 mois pendant le tournage. Richard Gere a surpris le public avec ses capacités de chant et de danse en tant qu'avocat rusé Billy Flynn. Après des décennies de développement chaotique, incluant des versions qui auraient mis en vedette Madonna, Goldie Hawn et Liza Minnelli, Chicago est finalement arrivé sur les écrans pour environ 45 millions de $, et a rapporté 306 millions de $ dans le monde. Il a remporté 6 Oscars, dont celui du meilleur film, le premier musical à le faire depuis Oliver, en 1968. Ebert a salué son énergie époustouflante et son éclat, soulignant combien sa vision cynique de la justice américaine et des célébrités semblait encore plus pertinente aujourd'hui que lors de la première du musical. Le film a revitalisé le genre du film musical pour un nouveau millénaire, prouvant qu'ils n'étaient pas seulement des artefacts nostalgiques, mais des véhicules de narration contemporains essentiels. Un violon sur le toit, 1971. La tradition affronte la modernité dans l'adaptation majestueuse par Norman Jewison du phénomène de Broadway. Situé en 1905 dans la Russie pré-révolutionnaire, le film suit Tavia, un laitier juif, alors que ses 3 filles défient successivement les coutumes matrimoniales. Au-delà de son drame familial se profile l'ombre menaçante des pogroms antisémites, donnant à cette comédie musicale, parfois humoristique, une gravité historique rare dans le genre. Le directeur de la photographie Oswald Morris a utilisé une technique révolutionnaire, filmant à travers un bas en soie tendu sur l'objectif pour créer le filtre Fiedler sépia caractéristique du film, rappelant les peintures de Marc Chagall. Pour l'authenticité, Jewison a tourné en Yougoslavie, construisant un shtetl entier de toutes pièces avec une attention obsessionnelle aux détails historiques. La danse des bouteilles pendant la scène du mariage, exécutée avec des bouteilles en équilibre précaire sur la tête des danseurs, n'a utilisé aucun trucage caméra, juste une compétence et une concentration extraordinaires. Malgré sa durée de 3 heures et son contexte culturel spécifique, le film a eu une résonance universelle, rapportant 83,3 millions de $, et obtenant 8 nominations aux Oscars. Ebert a remarqué que la spécificité de l'expérience juive rend paradoxalement le film plus universel, car des publics de tous horizons reconnaissent la lutte centrale entre l'honneur de l'héritage et l'adaptation au temps changeant. La partition de Jerry Buck et Sheldon Harnick, comprenant If I Were a Rich Man et Sunrise, Sunset, s'est ancrée dans la conscience musicale américaine, transcendant ses origines théâtrales pour devenir une référence culturelle à la fois festive et mélancolique.
Rendez-vous à Saint-Louis, 1944. La nostalgie n'a jamais été aussi ravissante que dans cette déclaration d'amour en technicolor de Vincent Minnelli au tournant du siècle. Amérique. Chroniquant une année dans la vie de la famille Smith alors qu'ils font face à un déménagement potentiel de Saint-Louis à New York, le film se déroule comme une série de vignettes saisonnières plutôt que de se diriger vers des conventions. Conflit. Au cœur du film se trouve Esther Smith, interprétée par Judy Garland, dont la romance avec le garçon d'à côté, John Truett, constitue la colonne vertébrale émotionnelle au milieu de la célébration de petites relations domestiques du film. Plaisir. L'équipe de design de production a minutieusement recréé le Saint-Louis de 1903 dans les studios de la MGM, comprenant un système de tramway fonctionnel et des réverbères d'époque. L'insistance de Minnelli sur des intérieurs réalistes plutôt que sur des décors évidents rompait avec la convention hollywoodienne. Son expérience de décorateur de vitrine a influencé la composition immaculée et la coordination des couleurs du film, même en exigeant que des fleurs spécifiques soient plantées des mois à l'avance pour des scènes clés. Pendant la production, Minnelli et Garland sont tombés amoureux, se mariant l'année suivante, Année. À l'origine conçu comme un film léger, la profondeur émotionnelle du film a surpris même son studio. L'interprétation déchirante par Garland de Have Yourself a Merry Little Christmas, avec des paroles adoucies par rapport à la version originale plus déprimante, est devenu un classique qui a transcendé le film lui-même. Rapportant 7 500 000 contre un budget de 1 700 000, il a confirmé la transition de Garland d'adolescente à star adulte. Ebert a loué comment, sous sa surface nostalgique, bat un cœur complexe, notant comment le film reconnaît que le changement et la perte sont des compagnons inévitables de la croissance et de la famille. Liant. Son portrait de l'Amérique influença d'innombrables films, mais aucun ne capture sa magie particulière de rendre l'ordinaire extraordinaire. Moulin Rouge, 2001. Le rêve fiévreux hyperkinétique de Baz Luhrmann a brisé les conventions cinématographiques comme une hallucination d'absinthe sur une bande sonore remixée. Le Paris du 19e siècle devient un terrain de jeu fantasmagorique, où l'écrivain sans le sou incarné par Ewan McGregor et la courtisane tuberculeuse interprétée par Nicole Kidman tombent dans un amour impossible au milieu d'un cabaret kaléidoscopique. L'anachronisme devient le point central, alors que des chansons contemporaines, de Nirvana à Madonna, se transforment en expressions d'émotions éternelles. Vérité. Le design de production, un déferlement de velours rouge et d'excès bohème, a nécessité plus de 300 costumes rien que pour les séquences de la boîte de nuit. Le montage frénétique de Luhrmann, certaines séquences coupant en moyenne toutes les demi-secondes, a créé un langage visuel aussi innovant que polarisant. Kidman a continué à se produire malgré 2 côtes fracturées en tombant d'un trapèze pendant le numéro « Les diamants sont les meilleurs amis des filles », tandis que les 2 acteurs principaux chantaient eux-mêmes contre l'industrie. Attente. Avec un budget de 50 millions de dollars, le film était un pari énorme pour Fox, surtout avec son approche peu conventionnelle. Il a finalement rapporté 184 millions de dollars dans le monde entier et obtenu 8 nominations aux Oscars, remportant 2 prix pour la direction artistique et la conception de costumes. La réponse critique a été fortement divisée, certains l'ont rejeté comme une surcharge sensorielle, tandis que d'autres, y compris Ebert, ont reconnu son aspect délirant, délicieux, de lovely, de décadence. Il a loué comment, sous ses pyrotechnies visuelles, bat le cœur d'une romance tragique, digne du grand opéra. Le film a été un pionnier de l'approche du jukebox musical qui influencerait plus tard tout, de Mama, Mia à The Greatest Showman, prouvant que les spectateurs accepteraient une innovation musicale au-delà des formats traditionnels. Grease, 1978. L'amour d'été est devenu un phénomène culturel lorsque ce regard nostalgique sur la vie des adolescents des années 1950 a explosé sur les écrans. Danny Zuko de John Travolta et Sandy Olson d'Olivia Newton-John naviguent les eaux traîtresses de la romance au lycée au milieu de vestes en cuir, de jupes à poodle et de courses de dragsters alimentées par les hormones. Le réalisateur Randall Kleiser a transformé le spectacle brutal de Broadway en une célébration technicolore de l'adolescence qui cligne malicieusement de l'œil à sa propre version fantaisiste du « années 50 ». Le casting s'est avéré crucial pour la chimie du film. Travolta a fortement plaidé pour Newton-John, malgré les inquiétudes du studio concernant son accent australien et sa faible expérience en tant qu'actrice. Les 2 acteurs principaux étaient sensiblement plus âgés que leurs personnages adolescents, faisant partie d'une longue tradition hollywoodienne. Tradition. La séquence de transformation de la voiture Grease Lightning a nécessité l'intervention de 100 membres d'équipage, travaillant toute la nuit pour convertir l'épave en un bolide étincelant entre les prises. Produit pour 6 millions de dollars, Grease est devenu une sensation mondiale, rapportant 160 millions lors de sa sortie initiale et ajoutant des millions de plus grâce à des rééditions ultérieures et des ventes à domicile. Vidéo.
L'album de la bande originale a passé 12 semaines non consécutives à la première place du classement Billboard. Cœur. Bien que certains critiques l'aient d'abord rejeté comme futile, Ebert a reconnu son énergie authentique et la façon dont il capture l'apparence et le son d'une époque avec une justesse parfaite. La résonance continue du film réside dans sa reconnaissance des contradictions adolescentes, le désir simultané d'appartenir et de se démarquer, de grandir et de rester innocent, toutes enveloppées dans des mélodies irrésistibles qui sont devenues partie intégrante de notre ADN culturel. All That Jazz, 1979. La mort n'a jamais été plus séduisante que dans le chef-d'œuvre semi-autobiographique de Bob Fosse sur un chorégraphe metteur en scène autodestructeur se dirigeant vers sa propre mortalité. Joe Gideon de Roy Scheider, alter ego transparent de Fosse, jongle entre une production de Broadway, le montage de films, l'abus de médicaments sur ordonnance et de nombreuses liaisons, tandis que son cœur abîmé approche inévitablement. Échec. À mesure que sa santé se détériore, la ligne entre la réalité et les numéros de danse hallucinatoires, conduits par l'ange de la mort Jessica Lange, devient de plus en plus floue. La chorégraphie de Fosse transforme les procédures médicales en numéros de danse et fait de la mort elle-même une comédie musicale scintillante. Finale. La séquence Bye Bye Life a coûté près de 400 000 $, ce qui était astronomique pour une seule scène en 1979, mettant en scène un paradis en Mylar et Scheider, se produisant aux côtés de Ben Vereen, dans une séquence qui a servi de répétition pour Fosse lui-même, Mortalité. L'insistance du réalisateur sur l'authenticité s'est étendue au choix de véritables danseurs de Broadway plutôt que des stars de cinéma pour les rôles secondaires, dont beaucoup avaient travaillé avec Fosse. Directement. Réalisé pour 12 millions de $, le film a rapporté un modeste 37 millions de $, mais a obtenu 9 nominations aux Oscars, remportant 4. La réaction critique a reconnu sa brillance tout en soulignant sa nature exigeante. Ebert l'a qualifié d'exercice stylistique audacieux et impitoyablement autocritique. La représentation sans concession de Fosse, de l'obsession artistique et de l'autodestruction physique est à la fois profondément personnelle et universellement révélatrice des coûts de la créativité. Poursuite. Seulement 8 ans après la sortie du film, Fosse lui-même mourait d'une crise cardiaque, la vie imitant l'art avec une précision inquiétante. Les Parapluies de Cherbourg, 1964. Dans la comédie musicale révolutionnaire française de Jacques Demy, même la conversation la plus banale, Passe-moi le sel, ou Fais le plein avec du super, devient chanson, créant un film entièrement chanté qui fusionne l'opéra avec la vie quotidienne. La vendeuse de parapluies de Catherine Deneuve et le mécanicien auto de Nino Castelnuovo voient leur jeune romance brisée par le service militaire et les circonstances. Le récit, apparemment simple, se déroule comme une nouvelle musicale qui reconnaît comment le temps transforme même nos attachements les plus passionnés. La partition influencée par le jazz de Michel Legrand fournit l'ossature émotionnelle avec des motifs récurrents, évoluant au fur et à mesure que les personnages vieillissent. Le schéma visuel de Demy est tout aussi distinctif, chaque lieu étant codé par couleur avec une précision artificielle, des devantures aux couleurs bonbons aux teintes pastel. Papier peint. Même les costumes des acteurs étaient teints pour correspondre à des nuances de fond spécifiques, créant un univers stylisé qui, d'une manière ou d'une autre, amplifie plutôt qu'il ne diminue l'émotion. Authenticité. Tourné avec un budget modeste, dans des lieux réels de Cherbourg, le film a remporté la Palme d'Or à Cannes et a progressivement influencé des cinéastes bien au-delà de la France. Sa chanson thème, I Will Wait For You, est devenue un standard repris par tout le monde, de Frank Sinatra à Liza Minnelli. Ebert l'a décrit comme un triomphe de beauté qui montre comment même les vies les plus banales sont imprégnées de passion et de perte. Sa fin douce amère, une rencontre fortuite à une station-service des années plus tard, porte plus de vérité émotionnelle que 1000 fins heureuses conventionnelles, prouvant que les comédies musicales pouvaient embrasser les déceptions de la vie tout en célébrant ces brefs moments brillants de connexion. Mary Poppins, 1964. Lorsque la gouvernante britannique Mary Poppins descendit des nuages avec son parapluie, elle ne transforma pas seulement la famille Banks, elle révolutionna le cinéma de Disney. Julie Andrews, dans ses débuts au cinéma après avoir été écartée pour My Fair Lady, crée un personnage inoubliable, à la fois sévère et magique, pratique et fantasque. Le ramoneur Bert, joué par Dick Van Dyke, se joint à elle dans des aventures qui mêlent action réelle et animation de manière révolutionnaire. En coulisses, la production représentait la quête personnelle de 20 ans de Walt Disney pour obtenir les droits de l'auteur réticente P.L. Travers. L'équipe des effets spéciaux a innové avec des techniques, y compris le procédé au sodium pour les séquences d'animation en prise de vue réelle, créant une intégration fluide qui leur a valu une Académie récompense.
Les chansons inoubliables des frères Sherman de Supercalifragilistic, Lil Docious, aux émouvants Feed the Birds, sont devenus des classiques instantanés. Produit pour environ 6 millions de dollars, le film a rapporté 102 millions de dollars dans le monde entier et a obtenu 13 nominations aux Oscars, avec Andrews remportant le prix de la meilleure actrice. Ebert a loué sa parfaite combinaison de fantaisie et de sagesse, notant qu'au-delà de sa cuillerée de sucre réside un message plus profond sur le fait que la connexion émotionnelle est plus précieuse que l'ordre rigide ou le succès financier. Bien qu'il s'agisse ostensiblement d'un film pour enfants, sa complexité psychologique, notamment en ce qui concerne le parcours de M. Banks, de l'absence émotionnelle à la rédemption du cerf-volant, lui confère une résonance durable auprès de publics de tous âges. Les Chaussons rouges, 1948. Le chef-d'œuvre technicolore de Michael Powell et Emmerich Pressburger plonge dans l'obsession artistique avec une intensité fiévreuse. Basé vaguement sur le conte sombre de Hans Christian Andersen, le film suit le choix dévastateur de la ballerine Victoria Page entre l'amour romantique et le dévouement artistique. La déclaration glaçante de l'impresario de ballet Boris Lermontov, la danseuse qui compte sur les conforts douteux de l'amour humain ne sera jamais une grande danseuse, établit le conflit central qui mène à une tragédie inévitable. La séquence centrale de 17 minutes du ballet Les Chaussons rouges est l'un des exploits les plus audacieux du cinéma, une descente surréaliste dans l'expérience subjective plutôt qu'une documentation de la performance. La cinématographie révolutionnaire de Jack Cardiff a obtenu des couleurs si vives qu'elles semblent hallucinatoires. Shearer, une véritable prima ballerina faisant ses débuts d'actrice, a apporté une expertise de danse authentique tout en endurant des épreuves physiques. Les ballerines rouges iconiques étaient en réalité peintes directement sur ces chaussons de pointe ordinaires, causant un sérieux inconfort pendant toute la durée du long tournage. Initialement un échec commercial en Grande-Bretagne, mais adopté en Amérique, le film a finalement rapporté plus de 5 millions de dollars dans le monde entier, ce qui était exceptionnel pour une production britannique de l'époque. Son influence s'est étendue au-delà du cinéma jusqu'au ballet lui-même, inspirant des générations de danseurs. Ebert l'a qualifié de meilleur film jamais réalisé sur la vie d'un artiste, louant le fait qu'il refuse de simplifier le choix déchirant entre l'art et la vie. Martin Scorsese, qui a ensuite dirigé sa restauration, l'a cité comme le film qui a le plus influencé son utilisation de la couleur dans son propre travail. Son exploration de l'art qui consume l'artiste reste inégalée dans sa complexité psychologique. The Bandwagon, 1953. Lorsqu'une star hollywoodienne sur le déclin entre en collision avec l'art prétentieux de Broadway, le résultat est l'un des commentaires méta les plus spirituels de Hollywood sur le divertissement lui-même. Fred Astaire joue Tony Hunter, un chanteur-danseur dépassé qui se retrouve dans une version musicale exagérée de Faust, dirigée par le prétentieux auteur Jeffrey Cordova. C'est seulement lorsque la production privilégie le divertissement à l'ambition prétentieuse qu'elle trouve, ainsi que la carrière de Tony, son salut. Les pics satiriques du réalisateur Vincent Minnelli sur la prétention théâtrale provenaient d'une connaissance intime. Il avait dirigé de nombreuses productions à Broadway avant de passer à Hollywood. Le point culminant irrésistible du film, Dancing in the Dark dans Central Park, démontre comment la simplicité atteint souvent un impact émotionnel plus grand que l'extravagance. Astaire avait 54 ans pendant le tournage, et pourtant, il dansait avec une grâce sans effort aux côtés de Sid Charisse, dont le passé en ballet complétait son style de claquette précis. Malgré son statut actuel de classique, le film a eu une performance modeste au box-office, gagnant environ 3,5 millions de dollars sur un budget de 2,3 millions de dollars. Les critiques, cependant, ont immédiatement reconnu son éclat. Plus tard, Ebert l'a célébré comme une comédie musicale sur la création d'une comédie musicale qui devient la comédie musicale qu'elle aurait dû être depuis le début, louant son intelligence autoréférentielle des décennies avant que ce type de métacommentaire ne devienne courant. La séquence remarquable That's Entertainment sert à la fois de déclaration d'intention du film et de défense durable du genre musical. Le pur divertissement peut être profond lorsqu'il est réalisé avec passion et savoir-faire authentique. Yankee Doodle Dandy, 1942. James Cagney échange son personnage de gangster pour des souliers de claquettes dans ce biopic patriotique sur la légende de Broadway George M. Cohan. Sorti quelques mois après Pearl Harbor, l'ardeur patriotique du film a capturé l'esprit de guerre de l'Amérique tout en mettant en avant la surprenante virtuosité de Cagney en chant et en danse. À travers des numéros musicaux couvrant la carrière de Cohan, des circuits de vaudeville au triomphe de Broadway, le réalisateur Michael Curtiz
construit un portrait à la fois de l'artiste et du siècle américain qu'il incarne à travers des chansons comme You're a Grand Old Flag et Over There. La production a rencontré des défis inhabituels. Cohan lui-même, encore en vie et protecteur de son héritage, a insisté pour approuver le script et a personnellement choisi Kanye pour le rôle, malgré le fait que l'acteur soit principalement connu pour jouer des durs. Le style de danse de Kanye, décrit comme attaquant le sol, apportait une énergie athlétique plutôt qu'une grâce ballétique à la roll. Son expérience dans le vaudeville lui a donné un lien authentique avec le matériel, bien qu'il ait insisté sur le fait que sa danse était juste jeter mes pieds partout. Réalisé pour environ 1 400 000 $, le film est devenu le plus grand succès au box-office de Warner Bros. À cette date, Cagney a remporté son seul Oscar pour le rôle qui a démontré son remarquable portée. Alors que les spectateurs modernes pourraient parfois trouver son patriotisme excessif, Hebert a défendu sa sincérité, écrivant que ce qui pourrait sembler être du chauvinisme était en 1942 un véritable sentiment national. Sentiment. Au-delà de son contexte historique, le film perdure grâce à la performance électrisante de Cagney, en particulier sa descente improvisée à reculons des escaliers de la Maison-Blanche. Un moment de joie cinétique pure qui transcende les éléments de propagande du film. Oliver, 1968. Le monde souterrain victorien de Charles Dickens prend vie sous forme de comédie musicale vibrante dans l'adaptation ambitieuse de Carol Reed du succès théâtral de Lionel Bart. L'orphelin aux yeux écarquillés Oliver Twist de Mark Lester navigue à travers les maisons de travail, les boutiques de pompes funèbres et le demi-monde criminel de Londres, peuplé de personnages inoubliables comme le Fagin de Ron Moody et le chiffonnier de Jack Wilde. Le film équilibre le commentaire social dickensien avec des numéros irrésistibles comme Consider Yourself et Food, Glorious, Nourriture. La production a transformé les arrières de Shepperton Studios en des rues victoriennes de Londres méticuleusement détaillées, s'étendant sur près d'un demi-mile. Plus de 100 danseurs ont rempli les séquences spectaculaires du marché chorégraphiées par Anna White. Bill Sikes, menaçant sous les traits d'Oliver Reed, apportait l'obscurité nécessaire au milieu de la comédie musicale, éclat, tandis que Nancy, interprétée par Shoni Wallace, livrait le déchirant As Long As He Needs Me avec une tragédie, prescience. Le jeune Lester, incapable de porter un air, a fait doubler toutes ses chansons par la chanteuse Kathy Green. Avec un budget de 10 millions de dollars, le film est devenu un succès considérable, rapportant 37 400 000 $ dans le monde entier et remportant 6 Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. Les critiques ont salué la manière dont il a conservé la critique sociale de Dickens tout en réussissant comme divertissement. Hebert a noté comment, sous son vernis musical plaisant pour le public, se cache quelque chose qui se rapproche de la vision claire de Dickens sur l'exploitation systématique des enfants, rendant le film accessible aux enfants tout en offrant des courants plus profonds pour les adultes. Ce serait le dernier film musical à remporter l'Oscar du meilleur film jusqu'à Chicago, 34 ans plus tard, marquant la fin de la domination du genre au milieu du siècle. Swing Time, 1936. Fred Astaire et Ginger Rogers ont atteint leur apogée collaborative dans cette création de l'époque de la dépression qui a élevé l'évasion au rang d'art. Réalisé par George Stevens, l'intrigue superficielle concernant un danseur qui doit gagner 25 000 $ pour épouser sa fiancée sert principalement de support pour 6 numéros de danse transcendants. Nombre. La légendaire séquence de Never Gonna Dance, exprimant par le mouvement ce que les personnages ne peuvent dire à voix haute, a nécessité 47 prises au cours d'une journée épuisante qui a laissé les pieds de Rogers saigner à travers ses chaussures. La partition sophistiquée de Jerome Kern et Dorothy Fields a produit la chanson primée aux Oscars, The Way You Look Tonight, interprétée par Astaire pendant que le personnage de Rogers a du shampoing dans les cheveux. Un moment d'intimité décontractée qui suggère une connexion plus profonde que conventionnelle. Romance. Le numéro Bojangles of Harlem, avec Astaire dansant aux côtés de ses propres silhouettes grâce à une technologie innovante de rétroprojection, démontre une innovation technique malgré sa présentation problématique en blackface, qui reflète l'insensibilité raciale de l'époque. Produit pour environ 750 000 $, le film est devenu le plus grand succès de l'année pour RKO, confirmant le duo Astaire-Roger comme une valeur sûre au box-office. Initialement considéré comme un divertissement léger, une réévaluation critique ultérieure l'a élevé à un niveau artistique. Signification. Hebert a célébré comment les numéros de danse ne sont pas seulement spectaculaires, ils sont émotionnellement nécessaires, faisant avancer la caractérisation sans parole. Son intégration de la danse comme narration émotionnelle plutôt que simple spectacle a influencé des générations de chorégraphes de films, tandis que la chimie entre Astaire et Rogers reste la référence en matière de partenariat romantique à l'écran. Footlight Parade, 1933,
En nada per sauce. L'énergie exubérante de Hollywood explose dans chaque image de ce spectaculaire de Busby Berkeley. James Cagney joue le rôle de Chester Kent, un metteur en scène de Broadway qui se tourne vers la création de spectacles en direct. Prologue. Des spectacles de scène élaborés précédant les projections de films. Sous des délais écrasants et en luttant contre l'espionnage industriel, il produit des numéros musicaux de plus en plus fantastiques qui mettent en valeur la vision kaléidoscopique de Berkeley. Ruby Killer, Dick Powell et Joanne Blondell complètent le casting de ce drame en coulisses qui culmine en 3 des numéros de production les plus audacieux du cinéma. Les séquences de Berkeley défient la logique théâtrale. Ces prises de vue aériennes de choristes formant des motifs humains complexes ne pourraient jamais être vues par un public de théâtre réel. Le numéro « By a Waterfall » transforme les nageurs en motifs géométriques vivants grâce à une photographie sous-marine qui a nécessité une installation de piscine de $100,000. Pendant ce temps, Shanghai Lil offre à Cagney une occasion rare de démontrer son talent de chanteur et danseur aux côtés de Killer. Réalisé pour environ $700,000, le film a réussi au box-office malgré sa sortie pendant les profondeurs de la dépression. Son statut pré-code a permis des éléments suggestifs, des danseuses peu vêtues, des doubles sens et des commentaires sociaux qui disparaîtraient juste un an plus tard avec une application plus stricte des codes de production. Ebert a apprécié son mélange de spectacle extravagant et de réalisme de la classe ouvrière à l'époque de la dépression, notant comment le désespoir économique des personnages ancre les éléments fantastiques dans une réalité reconnaissable. L'influence de Berkeley se poursuit à travers des générations de clips musicaux et de spectacles de mi-temps qui s'inspirent de sa chorégraphie humaine géométrique. A Hard Day's Night, 1964. Quand United Artists commanda un film d'exploitation rapide pour tirer parti de la Beatlemania, personne ne s'attendait à un chef-d'œuvre avant-gardiste qui révolutionnerait à jamais les comédies musicales et les films rock. Le réalisateur Richard Lester a capturé l'énergie anarchique et le charme naturel des Fab Four dans un faux documentaire sur une journée qui a brouillé la frontière entre fiction et réalité. John, Paul, George et Ringo jouent essentiellement des versions exagérées d'eux-mêmes, fuyant les fans en délire et esquivant les figures d'autorité tout en lançant des répliques sarcastiques et en interprétant des chansons qui définiraient une génération. Tourné dans un style influencé par le documentaire avec des caméras portatives et un éclairage naturel, la cinématographie en noir et blanc de Gilbert Taylor conférait à la fois immédiateté et composition artistique au film. La séquence d'ouverture emblématique, les Beatles fuyant des fans pendant que A Hard Day's Night joue, a influencé les vidéoclips des décennies avant MTV, existait. Réalisé avec un budget minime de $500,000 en seulement 7 semaines, le rythme frénétique du film provenait en partie de la nécessité. Le groupe devait terminer le tournage avant de commencer leur tournée mondiale. Tournée. United Artists se souciait à l'origine uniquement d'acquérir les droits de la bande sonore, considérant le film lui-même comme jetable. Au lieu de cela, il a rapporté plus de $12 millions dans le monde entier et a reçu des éloges critiques universels. Ebert l'a plus tard décrit comme l'un des grands repères cinématographiques qui célèbrent la vie, louant comment il a capturé non seulement les Beatles eux-mêmes, mais aussi tout le moment de révolution de la jeunesse quand ils ont conquis le monde. Imagination. Au-delà de ces séquences musicales, le montage rapide du film, la rupture du 4e mur et son style improvisé ont transformé le langage cinématographique à travers les genres, influençant tout, des Monkees aux faux documentaires modernes. Top Hat, 1935. Dans les profondeurs de la Grande Dépression, Fred Astaire et Ginger Rogers ont flotté sur des saules art déco polis dans un monde de champagne, de smoking et d'identités erronées. La confection légère de Mark Sandrich incarne la stratégie d'évasion de la réalité de RKO pendant la catastrophe économique. Astaire joue Jerry Travers, un danseur dont la routine de claquettes dans un hôtel perturbe le sommeil de Dale Tremont incarné par Rogers, ci-dessous, déclenchant une poursuite romantique compliquée par sa croyance qu'il est le mari de sa meilleure amie. La magnifique partition d'Irving Berlin, écrite spécifiquement pour le film, inclut des standards comme Cheek to Cheek et la chanson-titre qui sont devenus indissociables de la personne d'Astaire. La célèbre séquence Dancing with Feathers a provoqué des tensions en coulisses, car Astaire se plaignait que des plumes de la robe élaborée de Rogers lui volaient au visage et dans la bouche pendant séquence. Malgré cela, leur danse reste l'un des moments les plus élégants du cinéma. Rogers semblant flotter en arrière à travers la piste, dans les bras. La conception de la production a créé une version fantaisiste de Venise entièrement sur des plateaux,
avec des canaux et des gondoles qui ressemblaient peu à la réalité, mais incarnaient parfaitement les rêves de luxe inaccessibles des spectateurs de l'ère de la dépression. Coûtant environ 620 000 $, le film est devenu le plus grand succès de l'année pour RKO, rapportant 3 millions de dollars dans le monde entier. Les critiques d'hier et d'aujourd'hui le reconnaissent comme l'œuvre emblématique de Fred et Ginger. Ebert l'a qualifié de l'intégration la plus parfaite de la danse, de la romance et de la comédie de l'histoire du cinéma, en notant que même les artifices du scénario servaient la danse plutôt que l'inverse. Son influence s'étend au-delà des comédies musicales à toutes les comédies romantiques qui utilisent des malentendus comme ressort de l'intrigue, bien que peu parviennent à égaler le charme pétillant ou la sophistication visuelle de Top Hat. Les hommes préfèrent les blondes, 1953. Marilyn Monroe a atteint l'immortalité en tant que showgirl, chercheuse d'or Lorelei Lee, offrant l'interprétation définitive de Diamonds Are a Girl's Best Friend dans l'explosion technicolor de l'amitié féminine et des politiques sexuelles de Howard Hawks. Aux côtés de Dorothy Shaw, interprétée par Jane Russell, la blonde apparemment naïve de Monroe forme un lien indéfectible tandis qu'elles poursuivent l'amour et la sécurité financière lors d'une croisière transatlantique. Le génie du film réside dans la reconnaissance des motivations mercenaires de ses héroïnes, tout en célébrant leur autonomie et leur loyauté l'une envers l'autre. La production a mis en avant les talents comiques et la qualité de star de Monroe malgré les défis en coulisses. Le chorégraphe Jack Cole a passé des heures à inculquer la chorégraphie à l'actrice peu douée pour la danse pour son numéro signature. La performance qui en a résulté, avec Monroe en rose vif contre une mère d'homme en costume noir, est devenue l'une des images les plus emblématiques du cinéma. Russell, une star établie, a généreusement soutenu Monroe tout au long de la production, formant une amitié qui reflétait leur relation à l'écran. Produit pour 2 millions de dollars, le film a rapporté plus de 5 millions de dollars lors de sa sortie initiale et a établi Monroe comme le plus grand atout de la 20th Century Fox. Bien que parfois considéré comme un divertissement léger, Ebert a salué son cœur féministe subversif, notant que sous la comédie et les numéros musicaux se cache un commentaire astucieux sur la façon dont les femmes naviguent dans une société dominée par les hommes. Son exploration de l'amitié féminine comme la véritable romance, avec les hommes comme figure nécessaire mais secondaire, semble révolutionnaire même selon les normes modernes. La performance de Monroe, combinant vulnérabilité, sensualité et un sens comique aiguisé, continue d'inspirer les artistes à travers les générations. Une étoile est née 1954. Le portrait dévastateur de George Cukor sur le système impitoyable des stars à Hollywood reste la référence absolue pour le mélodrame du showbiz. Le film de retour de Judy Garland, après des années de problèmes avec le studio, montre sa puissance émotionnelle brute en tant qu'Esther Blodgett, alias Vicki Lester, une chanteuse talentueuse dont l'ascension parallèle, le déclin autodestructeur de son mentor et mari, Norman Maine. La performance de Garland s'inspirant de ses propres expériences traumatisantes avec la célébrité crée un méta-récit sur la consommation de talent par Hollywood qui transcende la fiction. La version originale durait 181 minutes avant que les dirigeants de Warner Brothers n'exigent des coupes pour permettre plus de projections quotidiennes, aboutissant à une version tronquée de 154 minutes. La restauration de The Man That Got Away et d'autres séquences perdues en 1983 a révélé toute l'étendue de la vision de Cukor et de l'art de Garland. Le film a été pionnier dans l'utilisation du cinémascope pour des drames intimes plutôt que des spectacles, créant des compositions en écran large qui soulignent la distance émotionnelle entre les personnages. Coûtant 5 millions de dollars, extravagant pour l'époque, le film a rapporté environ 6,1 millions de dollars, considéré comme une déception compte tenu de son budget et de son casting prestigieux. Bien que Garland ait été la favorite pour remporter l'Oscar, celui-ci a été attribué à Grace Kelly dans l'un des camouflets les plus controversés d'Hollywood. Ebert l'a qualifié de l'une des grandes tragédies de studio à la fois à l'écran et en coulisses, en soulignant comment la performance de Garland gagne en puissance grâce à notre connaissance de ses luttes personnelles. Son exploration de l'addiction, de la codépendance et du fardeau psychologique de la célébrité reste inégalée dans son honnêteté, tandis que la séquence Née dans une malle démontre la capacité de Garland à transformer les récits de showbiz standards en témoignages personnels. Et voilà, 25 numéros de spectacle qui ont laissé Roger Ebert fredonner bien après le défilement des crédits.
Si l'un de ces classiques a fait s'envoler votre cœur, taper du pied ou transformer votre salon en scène improvisée, faites-nous un plaisir. Cliquez sur le bouton j'aime, partagez la magie avec un autre passionné de cinéma et abonnez-vous pour ne jamais manquer notre prochaine plongée dans l'histoire du cinéma. Votre soutien maintient les projecteurs allumés et l'orchestre en jeu jusqu'à ce que le rideau se lève à nouveau. Gardez la musique dans votre âme et le pop-corn éclatant.